considérait que l'esprit tragique, c'est pas le fait des Alsaciens, mais plutôt des Grecs, des Italiens du Sud, etc. Et que la tragédie, en tant que genre littéraire, est extrêmement peu représentée. Bon, j'ai montré pas mal de fois ici même que ce n'est pas vrai, qu'il y a vraiment de grands tragédiens alsaciens qui se sont exprimés parfois en dialecte. Bon, il y a de très grandes tragédies en dialecte, effectivement. D'autres, la plupart en allemand et deux ou trois en français. Je ne vais pas lire cet article, c'est assez un peu long. Bon, de toute façon, je vous invite à lire ces parties-là, qui sont les plus nucléiques là-dedans. C'est un peu le noyau du livre. Alors, autre aspect de la culture alsacienne, c'est le master. Alors là, j'ai un proverbe du bon père Buffeux. Buffeux, c'est le nom de ma grand-mère, qui était d'ailleurs d'origine allemande. Donc les proverbes du bon père Buffeux, master et curare. Alors ce proverbe, c'est l'existence de tout Alsacien n'est qu'une longue lutte contre le master. Cet adage qui vient de surgir à mon esprit. Pardon? C'est master ou master? Master. Münster, non? Münster. Cet adage qui vient de surgir à mon esprit me rappelle l'analyse phénoménologique intéressante du master que me soumet Éric, mon ami et ex-collègue de philo. Éric a enseigné durant 7 années au Brésil. Il a épousé une charmante indienne couleur pain d'épices de Guerville, rencontrée à Belém, où il pleut chaque soir, et l'a ensuite emmenée dans ses valises à Strasbourg. Une nuit d'horreur absolue, gap culturel incomblable pour cet enfant du camp d'Omblé, celui de la rencontre de 4e type, de sa collision, devinez avec quoi? Avec un master dans la cuisine, avec un master rampant en plus. Alors Éric, après réflexion, aussi mûr que l'objet potentiel du conflit conjugal, pense que les Français sont les seuls à distinguer, à savoir distinguer, à aimer distinguer entre le goût et l'odeur, entre l'olfaction et la gustation, qu'un mets explosif pour l'odorat puisse être considéré comme délicieux au palais. Voilà, selon lui, un trait vraiment caractéristique de la culture gastronomique française, peut-être pas seulement gastronomique. Une remarque qui mérite réflexion et analyse plus poussée. Bon, ça me semble intéressant, le français, celui qui sait distinguer entre le goût et l'odorat. Alors que ce brave Chiclet, donc... Bon, j'ai beaucoup travaillé sur René Chiclet, j'ai fait des lectures dans une autre vie de textes de Chiclet, etc. Alors là, donc, en 2010, les figurations de René Chiclet. Il y a quelques jours, je pédalais sur mon Clayhauler, comme disaient mes grands-parents et parents. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, la Clayhauler, le chercheur de trèfle. Mon chercheur de trèfle... C'est luzerne. Oui, c'est le trèfle aussi, oui, c'est la même plante. D'ailleurs, c'est juste un peu plus grand, la luzerne. Mais clé, c'est le trèfle aussi. Enfin, c'est vrai qu'on va plutôt chercher de la luzerne dans les champs que du trèfle dans les prés. En lisant la jolie traduction de la Flaschenpost de René Chiclet, cet étrange roman que je vous recommande vraiment, c'est un roman complètement délirant et très, très noir et complètement fou, donc publié en 1937, traduit sous le titre « La bouteille à la mer » chez l'admirable Circé en 1996, m'a frappé une fois encore l'acuité foudroyante de cet esprit brillant. Chiclet est un grand intellectuel de son époque et de la nôtre, méconnu par ce qu'alsacien. Est-il meilleur analyste, plus grand essayiste que romancier? Difficile à trancher vraiment.
En tout cas, ces textes romanesques, s'ils paraissent souvent mal remplis, regorgent de coups d'éclairs géniaux, un esprit bien proche de Schopenhauer et de Nietzsche, à l'évidence. Sans doute les lectures de jeunesse de Chiclet ne sont-elles pas tout à fait étrangères. S'y ajoute sans nul doute l'influence française. Schopenhauer lui-même n'avouait-il pas d'ailleurs son admiration pour les grands moralistes français? Et puis René Chiclet se montre dans sa prose brillant causeur, ce qu'il apparente à Théodore Fontane. En relisant La bouteille à la mer, j'ai souvent pensé à Éphibriste, c'est pour ceux qui connaissent, et un peu au Stechlin, dont on connaît l'ascendance occitane. Fontane, c'était un très grand écrivain berlinois au début du XXe siècle et qui était d'origine occitane. C'est un descendant de Huguenot, bien sûr. Il faudrait donc un jour élaborer un recueil d'aphorismes chiqueléens. Quelques exemples tirés de la traduction de la Flaschenpost, donc. Le rebelle démuni, entre guillemets. Bref, le manque d'argent fait des Prométhées les cireurs de bottes d'une illusion. C'est vraiment remarquable. Il faut réfléchir un peu pour eux, je vous le répète. Bref, le manque d'argent fait des Prométhées les cireurs de bottes d'une illusion. Alors, sur le régime libéral, entre guillemets, dans un État autoritaire, la police pêche au chalut et à la dynamite dans une dictature. Et l'État libéral, demande-t-il, il pêche à la ligne. Alors, Dieu, disciple de Bakounine et de Jean-Marc Rouillant, mouvement Action Directe, célèbre dans les années 80, citation donc entre guillemets, le plus grand anarchiste, c'est Dieu. Toutes les religions lui reconnaissent une prédilection pour l'action directe. L'attentat anarchiste, entre guillemets, un attentat anarchiste devrait être comme l'éclair. Dans l'instant où il détruit, il illumine tout le champ de l'injustice, comme le bras de Dieu qui punit et éclaire, comme un attentat venu des muets. Au lieu de cela, ils assassinent des viveurs et des bas bleus. C'est vraiment très, très juste. Alors, sur le psychiatre est un écureuil. Citation, il croit courir, mais en réalité c'est seulement la cage qui tourne. Et nous vous lançons des noix pour que vous ayez quelque chose à grignoter. Donc on lance des noix au psychiatre. Sur la folie, elle est un choléra sec. Tu te mets au lit, sain de corps et d'esprit, et le lendemain matin, tu te réveilles fou allié. La preuve, les fous qui font la une des journaux devaient être tout à fait normaux quand ils se sont couchés. Sinon, on aurait déjà parlé de la veille. Bon, j'abrège cet article, la suite est plus difficile. Alors, notre culture alsacienne et son héritage. Notre culture et son héritage, jamais cela. Proverbe de Christian Schmitt, poète alsacien luthérien, 1890. Alors je lis l'original et la traduction que j'ai donnée. Leicht mag in die Erde sein, also seufzen deine Erben, tief gerührt bei deinem Sterben, und sie setzen im Verein dir den schwersten Leichenstein. Que soit légère sur toi la terre, soupirent tes héritiers, profondément peinés par ta mort, et ils posent sur toi la pierre de plus grand poids. Il faut faire attention aux héritiers alsaciens, de la culture alsacienne. Alors, littérature méconnue, là c'est mon grand cheval de bataille, littérature méconnue, oubliée, inconnue et ou caviardée, quelques mots. De Charybde dans Scylla, oui, je me suis aperçu il y a quelques 3 ans que la difficulté s'avérait extrême dans notre contexte
Il fallait saisir le nucléus particulier, le noyau de la chose, donc, mais sans jamais s'engluer dans un quelconque essentialisme. C'est-à-dire l'Alsace, c'est ceci, point, et c'est pas autre chose. Donc, rendre un actif hommage à la qualité souvent immense de ces textes, dont je n'arrête pas de parler tout le temps, ceux des Büchler, Schaffner, Reinbold, Reinhardt, Flake, dans un contexte audacieux, vigoureux, innovant, et éviter absolument ce que les metteurs en scène pros qui travaillaient pour nous n'ont pas réussi à faire, l'éparpillement, l'émiettement pâteux dans le clafoutis de l'application de recettes clés en main brechtiennes, Hankeenne, Goldonienne, Reichsramitskienne ou Reichsramitzkiste. Bon, j'espère que vous comprenez à peu près de quoi je parle. Maintenir les textes en capital comme ça, quasi coûte que coûte, je dis bien coûte que coûte, bon. Prendre des risques et ne pas transcender un max dans l'avant-gardisme. Les avant-gardistes transcendent toujours un max. Intégrer les acquis de la critique des années 1970-80 et les dépasser. Tout cela n'a pas été fait. Tout reste à faire. Autrement dit, rien n'a été fait. Bon. Peut-être que depuis, il y a des petites choses qui ont été faites depuis 2011. Bon, alors, là, une note un petit peu plus personnelle parce qu'elle n'est pas trop subjective, elle intéresse quelque chose de l'Alsace. Le nom Chaudeur, réponse à H et à J. Oui, oui, ce nom trouve son origine en Autriche, dans le Vorarlberg. Des artisans, charpentiers, surtout, viennent ici en Moselle et en Alsace. Donc, après la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, on les a appelés. Ils doivent repeupler et reconstruire Moselle et Alsace presque anéantis par les lansquenets et les spadassins, sous prétexte de querelles religieuses. Oui, mes ancêtres s'appellent Schauder, donc S-C-H-O-D-E-R, en Moselle, du côté de Orange-Mörchingen, on francise soigneusement leur nom, donc au XVIIIe siècle surtout. Plus tard, ils s'établissent près de Strasbourg et dans la ville même. J'ai constaté qu'il reste beaucoup de Chaudra à Vandans, ce gros village prospère du Vorarlberg. À distance du village, au pied des monts, à l'orée de la forêt, un certain Gottfried Schauder a fondé il y a 3 siècles une belle chapelle dédiée à Saint Wolfgang. Alors, bon, c'est un peu en hommage à André Weckmann aussi que je lis ça, qui adorait cette région et qui a passé ses derniers jours là-bas. C'est vrai, j'aime le Vorarlberg, de très belles montagnes, des lacs, des glaciers, des névés près desquels j'ai longuement et souvent glissé à ski, noyé de neige et de sueur et de glace fondue. Et plein de Apfel, je trouve. Villages et montagnes y portent des noms étranges, immémoriaux. Schruns, Tchaguns, Bouin. Ils proviennent des Rhètes, ces noms, et n'ont rien de germanique. Les Rhètes, c'est quoi? Oh, c'est une des peuplades dont on ne sait à peu près rien, et dont il ne reste rien, à cheval sur la Suisse bernoise et l'ouest de l'Autriche. Les Romains sont arrivés ensuite, puis, à la même époque, voici les armées de Germains, à l'Amand surtout. C'est la région où rayonne le couvent de Saint-Gall, au lieu essentiel pour l'évangélisation de la Suisse et de l'Autriche, et bastion de la culture chrétienne médiévale. Il y a 5 ans environ, apparu là-bas, un beau livre qui s'intitule Quergang. Alors Quergang, c'est, comment on peut traduire ça? Chemin de traverse. On y retrace donc les cheminements tangents, M. Wenke, et météoriques de fortes personnalités actives et rebelles, donc marginalisées au fil des 2 derniers siècles. Un projet qui s'appliquerait superbement à l'Alsace et qui semble n'avoir jamais traversé l'esprit de quiconque ici. Voilà. Alors, suite, le mépris.
En ce moment même, retransmission